Oui, alors je n'avais pas le micro. Oui, donc rebonjour. Avec un petit peu de décalage, je vous prie d'en excuser, puisque j'ai eu un petit souci technique. Donc, simplement pour vous préciser que je prendrai le temps de répondre à vos questions à la fin, donc on prendra à peu près 15 minutes. Mais bon, je garderai peut-être un œil sur les chats, parce que c'est un peu compliqué de tout faire, et puis éventuellement, je répondrai selon le temps qui me sera accordé. Donc, le thème d'aujourd'hui est prévenir et accompagner les conflits en période de crise sanitaire. Et plus précisément, donc, cette question des conflits pour les personnes qui sont en télétravail, puisque c'est une situation un petit peu spéciale, évidemment, pour ceux qui se sont retrouvés confinés, à peu près, je dirais, comme les 3/4 des Français, un peu du jour au lendemain. Donc, c'est une situation qui était un peu inédite pour à peu près toutes les personnes qui ont eu à le vivre, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, à le gérer et à accompagner en fait ses salariés, son personnel, ou à le vivre évidemment soi-même. Alors, donc bon, vous aurez ce support, donc je ne vais pas le lire de façon linéaire, puisque nous l'avons tous vécu et que c'est assez frais. Donc, vous pourrez ensuite le télécharger à la fin de la formation, de ce petit temps qui nous est accordé, sachant que en termes d'expérience de vie, il est assez rare d'avoir vécu un tel confinement aussi longtemps, sur une période qui s'est quand même étirée sur presque 2 mois, sachant qu'à part les passionnés de voile ou peut-être ceux qui ont déjà vécu dans des endroits où il y a des tempêtes, des cyclones, alors pour ceux qui peut-être ont connu ces périodes, c'est vrai que nous pouvons nous retrouver confinés pendant 2 ou 3 jours, mais aussi longtemps, c'est assez rare. Donc en fait, se retrouver soit seul, confiné, soit avec autour de nous un certain nombre de personnes, donc les gens de sa famille, cela peut créer des tensions, et des tensions qui sont assez inédites en réalité, et notamment donc en ce qui concerne la prévention de ces conflits, de ces situations, lorsque l'on doit intervenir comme manager ou comme employeur. Que peut faire en fait l'employeur et le manager lorsqu'il sent éventuellement que la personne qui est en télétravail est en train de traverser une situation difficile, et quelles sont en fait les obligations de l'employeur. Alors, comme nous le savons, les obligations de l'employeur, elles sont liées évidemment à l'état d'urgence. Donc, d'une part, il peut placer, comme nous le savons, les salariés en télétravail, puisque le code le permet, et puis toutes les lois d'urgence le permettent aussi. Donc, je ne vais pas trop développer, puisque ce n'est pas tellement le thème d'aujourd'hui. Mais voilà, vous avez un petit rappel en fait de tout ce qui a été pris par le gouvernement, et qui sera certainement pris par la suite et encore développé. Il faut savoir que donc ce week-end, les députés ont revu le dispositif et ont précisé en termes d'obligations et d'éventuelles responsabilités, puisque cela préoccupe en fait un certain nombre d'élus et puis de responsables, que si la responsabilité des personnes devait être recherchée, la justice devrait se pencher sur les connaissances scientifiques au moment des faits. Alors, les connaissances scientifiques au moment des faits, qu'est-ce que ça va signifier lorsque la justice devra se pencher sur la question? Alors, on me dit qu'on ne voit plus ma présentation. C'est bon, ok. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque l'on devra rechercher la responsabilité des uns et des autres, quelle est la connaissance scientifique au moment où le fait éventuellement préjudiciable et dommageable se sera produit? Alors, c'est une question qui est très intéressante, parce que en réalité, la présentation défile ou pas, je ne sais pas, je ne vois rien, donc n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas si je ne vois pas du tout si vous voyez pas ce qui se passe. Bon, alors, tant pis, nous allons continuer comme cela. Page suivante, flèche droite du clavier. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de responsabilité, donc l'employeur, comme vous le savez, doit évidemment prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, pour protéger la santé physique et mentale des salariés. Donc là, c'est le code
du travail qui nous le dit. Et ces mesures donc doivent comprendre évidemment des actions de prévention des risques professionnels, y compris donc ceux mentionnés donc à l'article L 4161-1 du Code du travail, des actions d'information et de formation. Alors c'est vrai que lorsque les personnes sont en télétravail, c'est assez subtil. Et puis la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Et puis l'article du Code nous dit que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et qu'il doit procéder bien évidemment à une évaluation du risque professionnel afin de réduire les risques sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail. Et c'est là évidemment où la question du lieu de travail et notamment donc du télétravail se pose, puisque comment l'employeur va-t-il pouvoir évaluer les risques et faire en sorte de prévenir, de prendre les mesures adaptées, et notamment donc en termes de santé, de sécurité, et les conflits évidemment entrent dans la boucle en ces temps de crise sanitaire. Alors c'est un peu particulier puisque en fait nous sommes aujourd'hui le 13 mai. Et donc, depuis le 11 mai, eh bien, nous sommes en période de déconfinement. Alors, il y a évidemment les départements qui sont en zone rouge, ceux qui ne le sont pas, et il revient à l'employeur d'évaluer. Donc, si le poste de travail du salarié est compatible ou non avec le télétravail dans ces zones rouges, et si c'est le cas, il va falloir favoriser ce télétravail. Mais dans quelles conditions? Si évidemment cela n'est pas possible au salarié d'exercer son activité en télétravail, à ce moment-là, il faudra qu'il reprenne le chemin du travail sur site avec toutes les conséquences que l'on connaît en termes de prévention de sécurité. Mais là, c'est encore autre chose. Alors, la difficulté, c'est comment prévenir les risques et évaluer les risques pour les salariés en télétravail, sachant que nous pouvons nous poser la question de comment faire pour recueillir les informations auprès des salariés. Nous sommes dans un contexte de vie privée d'un côté et vie professionnelle de l'autre. Et puis, bien évidemment, à l'intérieur de ce nouveau lieu de travail, eh bien, vont cohabiter et vont presque co-travailler les enfants qui sont pour certains encore à l'école sous cette forme de aussi par Zoom ou par d'autres moyens de nouvelles technologies qui suivent des cours avec le parent qui doit télétravailler à côté, en présence parfois de personnes vulnérables, donc les personnes vulnérables telles qu'elles sont définies par la haute autorité de médecine et qui font partie donc, de ces salariés qui ne peuvent pas travailler. Donc toutes ces personnes qui cohabitent avec des besoins et des intérêts qui sont parfois différents. Donc tout cela peut impliquer ce que l'on appelle des conflits relationnels, des conflits sur intérêts qui sont assez intéressants, sans compter ceux qui sont en activité partielle, c'est-à-dire ils sont en même temps un petit peu au chômage technique, mais ils doivent aussi un peu télétravailler ou travailler tout court, donc avec ses allées et ses venues, et donc toutes ces personnes qui vont et viennent à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du domicile. Donc, demander à un salarié de télétravailler depuis son domicile constitue ce que l'on appelle une émission dans sa vie privée et n'entre pas normalement dans l'économie générale du contrat de travail. C'est en tout cas ce que la Cour de cassation a jugé, à savoir que si le salarié qui n'est pas tenu d'accepter normalement de travailler à son domicile ni d'y installer ses dossiers, ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier normalement doit l'indemniser, notamment des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile. Or, donc ça c'est un arrêt de la Cour de cassation qui date de 2010. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, rien n'est prévu en ce sens, bien au contraire. Donc cela va faire certainement aussi conflit peut-être entre le salarié et l'employeur qui peut-être n'a même pas encore imaginé que cela pourrait poser problème dans sa relation avec le salarié, à savoir, écoutez, voilà, j'ai peut-être en tant que salarié dû acheter du matériel, peut-être même une imprimante, parce que j'en ai besoin. Comment tout cela va être pris en charge? Tout cela risque effectivement de poser certaines questions conflictuelles. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant sur la mise en place d'un télétravail, c'est qu'en règle générale, eh bien, le télétravail est organisé par un accord collectif, un accord d'entreprise, lorsqu'en tout cas cela a pu déjà être fait, donc on peut s'y référer. Mais dans beaucoup de cas, dans des petites entreprises, il n'y a pas d'accord collectif et rien n'est prévu. Et là, ça peut être assez compliqué puisque
en réalité, ce type d'accord, évidemment, est important parce qu'il y a des clauses qui sont obligatoires dans les accords collectifs. Et là, bon, vous le verrez sur le support que je vous ai mis. Donc, vous avez tous les liens pour vous retrouver sur Légifrance et les dispositions légales qui prévoient évidemment ce que doivent mentionner donc ces chartes et ces accords télétravail. Dans la plupart de ces chartes et accords, eh bien, l'employeur a une obligation de résultat, et c'est généralement mentionné, vis-à-vis de la santé et de la sécurité de tous ses salariés, et y compris donc des télétravailleurs. Donc, il va être mentionné qu'il va falloir effectivement évaluer les risques éventuels de l'espace de travail privé, évidemment en accord avec le salarié et d'une façon à permettre de remédier, de prendre les dispositions nécessaires pour faire en sorte que les risques soient évidemment les plus limités possible, et notamment donc lorsque l'on se retrouve dans une situation assez exceptionnelle. Évidemment, c'est un peu le signe noir, et je pense que très peu d'accords télétravail ont prévu la mise en télétravail de tous les salariés en cas de crise sanitaire, mais bon, peut-être qu'aujourd'hui, ces accords pourront être renégociés et pourront anticiper une éventuelle nouvelle crise sanitaire ou de toute autre nature qui imposerait du jour au lendemain le télétravail des personnes donc ainsi confinées, ou en tout cas ainsi placées en télétravail sans véritablement y avoir pensé auparavant. Ce qui est important, c'est que le suivi médical des télésalariés, comme on les appelle, est important et donc ne doit pas être négligé. Et c'est vrai qu'en cette période de crise sanitaire, ce télétravail et même ce suivi médical a aussi été mis à l'épreuve et n'a pas été anodin. Alors, il faut savoir que selon une enquête récente de l'UGI-CT-CGT, qui a donc enquêté sur les conditions de travail durant justement cette crise sanitaire et ce confinement, donc l'étude a été publiée le 4 mai, seuls 21% des salariés qui ont travaillé sur site ont considéré les mesures de prévention suffisantes pour les protéger. Et en ce qui concerne donc le télétravail, il est considéré comme étant en mode dégradé. Les résultats de l'enquête montrent que le télétravail a surgi en mode dégradé pour de nombreux salariés qui, par exemple, n'étaient pas dotés de moyens informatiques par leur employeur, ne disposaient pas de bonnes conditions pour télétravailler à domicile, donc une difficulté, par exemple, à s'isoler avec des problèmes de garde d'enfants. Et puis cette situation, et c'est là où c'est intéressant, a généré des risques psychosociaux, puisque 35% des télétravailleurs interrogés se sont plaints d'une anxiété inhabituelle et près de la moitié de douleurs physiques. Et c'est là où nous allons donc commencer à nous intéresser à tout cela, c'est que en réalité tous ces signaux sont des signaux de stress, et de stress intense, donc c'est-à-dire qu'ils se sont un peu installés dans la durée. Alors, il y a quelque chose en termes de prise, je ne sais pas du tout si quelqu'un peut me dire si vous voyez ou pas ce qui défile. Je ne sais pas du tout, j'en suis de cette présentation. Je n'ai pas du tout de visu. Ok, donc un grand rappel en ce qui concerne, puisque là maintenant nous allons un peu plus plonger dans le sujet, ce qui concerne la prévention. Alors premièrement, en ce qui concerne le stress des salariés, il y a une chose sur laquelle il n'y a rien à négocier, c'est la violence. La violence que l'on peut évidemment rencontrer lorsque l'on est confiné avec quelqu'un de violent. Alors évidemment, la plupart du temps, ce sont évidemment plutôt des femmes. Enfin, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences, les enfants aussi par exemple. Dans tous les cas, si évidemment vous avez connaissance en tant qu'employeur par exemple, ou manager, ou même d'un collègue, qu'il y a des cas de violence conjugale, il faut absolument inciter et inviter à appeler les urgences et faire en sorte de protéger les personnes. Voilà. Donc le grand rappel, c'est on ne négocie pas avec la violence. Avec la violence, il faut absolument protéger et tout mettre en œuvre pour protéger. Donc, vous avez tous les numéros que je vous rappelle évidemment sur le support. Mais la question se pose aussi de savoir comment les employeurs ont communiqué ces informations aux salariés confinés, télétravailleurs ou pas d'ailleurs, parce qu'en réalité, on peut se demander jusqu'où va la responsabilité de l'employeur et comment les personnes ont pu avoir évidemment connaissance de ces numéros de téléphone d'urgence et de ces sites Internet pour évidemment veiller à leur sécurité. Parce qu'il faut bien se rappeler que cette obligation de l'employeur de prendre évidemment soin et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
santé et la sécurité des salariés, eh bien, jusqu'où s'étend-elle? Est-ce que finalement, puisque on peut considérer que bon, ben voilà, le salarié est en télétravail, est-ce que finalement mon obligation de prévenir et de prendre soin de sa santé et de sa sécurité va jusqu'à quand même m'immiscer dans sa vie privée, dans le lieu, dans son domicile? Mais il faut quand même se rappeler que le domicile est bien considéré comme un lieu de travail et que selon, évidemment, bon, selon l'ANI du 19 juillet 2005, mais c'est surtout selon la Convention 190 de l'OIT du 21 juin 2019, donc de l'année dernière, relative aux violences et harcèlements au travail, qui précise que le lieu de travail s'entend des espaces publics et des espaces privés lorsqu'ils servent de lieu de travail. De plus, dans ses recommandations, la recommandation 206 du 21 juin 2019, l'OIT relève que les mesures qui pourraient être prises, image mais pas de son. Voilà, alors là, pouvez-vous nous dire si ça a commencé ou si... L'employeur, donc, parmi ces mesures qui pourraient être prises par les membres donc, qui ont signé la convention OIT, eh bien, figure la prise en compte de la violence domestique dans l'évaluation des risques sur le lieu de travail. Et donc, comme le lieu de travail est aussi le domicile, donc on voit à quel point le rôle de l'employeur en matière de prévention est très important. Donc, l'employeur va se trouver face à une obligation difficile, puisque d'abord, elle n'a pas été pensée, évidemment, préalablement au confinement. Et puis, et même là, en période de déconfinement, dans quelle mesure, en fait, eh bien, il va pouvoir intervenir et se retrouver véritablement en mesure de mettre en place ces fameuses évaluations des risques à domicile qui devient le lieu de travail du jour au lendemain. Alors, l'intérêt justement de pouvoir y réfléchir avant par un accord collectif, par des négociations, et puis même là, durant la crise sanitaire, en réalité, on s'est aperçu que les représentants du personnel et les employeurs, la direction, eh bien, en fait, ont, pour certains en tout cas, pu réfléchir à ce type de problématique pour intervenir rapidement. Alors, en ce qui concerne la prévention des conflits, tel qu'on pourrait le penser évidemment dans cette situation particulière, donc comme l'enquête préalablement citée du 4 mai, paru le 4 mai, en fait état, eh bien, c'est les télétravailleurs font état de stress. Et pour passer rapidement sur cette question du stress, eh bien, tout d'abord, c'est assez naturel de se retrouver stressé compte tenu de cette situation particulière, puisque le coronavirus entraînait évidemment pour certains la mort ou en tout cas une hospitalisation avec tout ce que cela évidemment peut impliquer, peut impacter aussi le travail. Donc c'était sur le plan moral et sur le plan de la santé très difficile à vivre pour beaucoup de personnes qui avaient des proches touchés. Et alors, qu'est-ce que le stress? Eh bien, en fait, le stress, c'est une réaction tout à fait naturelle et saine, évidemment, puisque c'est notre organisme qui réagit de façon émotionnelle et psychique face à une situation donc particulière ou à des facteurs de stress, les fameux stresseurs, donc des événements de vie, comme on peut les connaître dans l'échelle de Holmes et de Rahe, avec en termes de plus grands stresseurs, eh bien, comme événement de vie, la mort évidemment d'un proche, la maladie et puis le divorce qui fait partie des plus grands stresseurs. Donc là, dans ce type de situation, il était tout à fait naturel de se retrouver dans des situations de stress. Sachant que le stress, donc, eh bien, lorsqu'il devient chronique, lorsqu'il s'installe d'une façon un peu trop longue, un peu trop excessive, va à ce moment-là impacter la santé et procurer des douleurs, effectivement, physiques, qui ont été tout à fait bien relevées par les salariés questionnés en télétravail, et puis aussi des troubles du sommeil, digestif, enfin tout ce que l'on peut connaître comme conséquence du stress. Et là, c'est très important bien d'en avoir connaissance lorsque l'on est employeur ou lorsque l'on est manager ou même tout simplement lorsque l'on est un simple être humain, pour mieux se connaître et savoir en fait prendre les mesures nécessaires pour se protéger et prendre soin de soi-même. Mais en tant qu'employeur, c'est d'autant plus important lorsque l'on fait en fait cette évaluation des risques. Alors, quel type d'aide proposer aussi rapidement
lorsque l'on est employeur. Bien évidemment, la personne ressource reste le médecin du travail qui peut se rapprocher des salariés qui sont en télétravail, ou lorsqu'on est soi-même salarié en télétravail, on peut aussi évidemment se rapprocher de la médecine du travail. Ensuite, évidemment, quel type d'autres aides proposer lorsque l'on souhaite accompagner ses salariés? Bien évidemment, les aides psychologiques avec des lignes, des hotlines ont été mises en place. Un certain nombre d'ailleurs de psys se sont organisés avec des aides, des écoutes gratuites. Donc ça, c'était très intéressant. Vous avez d'autres, évidemment, aides de type psychocorporel, le yoga, le tai chi, la cohérence cardiaque, la respiration, la méditation, des groupes d'échange aussi, soit spontanés, soit qui ont été organisés. Vous pouvez aussi proposer du coaching. Et puis des formations, puisqu'en matière de prévention des risques, il y a évidemment l'évaluation, mais ensuite il y a l'information et la formation. Donc en matière de formation, eh bien, vous pouvez évidemment proposer des formations de type communication non violente, qui sont vraiment très intéressantes pour prévenir les conflits et en tout cas les aider à les dépasser. Et puis vous avez évidemment la médiation, qui est une aide très intéressante lorsque l'on lorsque l'on souhaite évidemment intervenir sur les conflits. Alors, en termes d'accords, je suis allée un peu regarder les accords QVT tels qu'ils ils sont proposés par certaines entreprises et déposés. Et en réalité, bon, la créativité en la matière, elle est assez pauvre. Par contre, donc je vous ai mis le lien sur la présentation. Vous avez l'accord Coca-Cola, qui est assez intéressant, puisque dans l'accord Coca-Cola QVT, etc., vous avez favorisé un environnement de travail épanouissant et de bonnes conditions de travail. Donc ça, c'est leur chapitre 4 et article 2, vous avez préservé la santé. Donc le bien-être au travail consiste à créer un environnement de travail sain, sûr et positif, permettant aux salariés de rester motivés et concentrés sur leurs tâches. En matière de prévention de la santé au travail, les parties reconnaissent l'importance d'agir sur les causes au-delà des conséquences. Et donc Coca-Cola, etc. France mettra en place les mesures suivantes. Pérennisation des dispositifs d'écoute. Donc les salariés ont un accès à un programme de soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des informations, des conseils de professionnels permettant de résoudre des problématiques familiales, personnelles et professionnelles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, on voit bien qu'il y a une prise en compte de la complexité humaine, c'est-à-dire que le salarié n'est pas juste une personne qui rentre et qui sort de l'entreprise, mais c'est un être à part entière, fait de chair et d'âme, qui a toutes ces problématiques qui méritent évidemment d'être traitées dans leur globalité. Donc, ce service vise à offrir une écoute dans les moments choisis par les salariés, permet de gérer des situations difficiles issues de la vie personnelle ou professionnelle en accédant à un conseil, un accompagnement, afin de mettre en œuvre la solution appropriée sur les besoins constatés. Une assistance sur site pourrait être envisagée. Et puis, vous avez aussi donc favoriser la réalisation et le développement personnel avec tout d'abord faciliter la pratique sportive, donc qui favorise le bien-être, sachant que, voilà. Donc, je vous laisserai lire, mais c'est très intéressant, sans compter l'accès à des contenus de formation. Donc, on peut être tout à fait créatif dans les accords QVT en s'abstenant de simplement, je dirais, lister en quoi c'est important, sans véritable proposition. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que, eh bien, on voit que, en fait, si vous avez ce type d'accord, quelle que soit la situation, si vous avez une aide 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une prise en compte de toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer, nul doute que, quelle que soit la situation, finalement, vous vous sentez bien accompagné. Donc, comment faire face aux conflits lorsqu'il y en a et qu'ils ont véritablement émergé? Alors, il y a évidemment toute cette difficulté quand on est en télétravail et bloqué et avec peu de possibilités de sortir. On peut imaginer une personne vulnérable, eh bien, n'aura pas le choix, il faudra la laisser en télétravail, par exemple. Eh bien, il y a donc tous ces types de conflits qui peuvent émerger et que certaines entreprises et partenaires sociaux ont tout à fait pris en considération. Il y a des conflits familiaux, il y a des conflits relationnels au travail, et puis les deux peuvent se rencontrer, bien entendu. Et c'est là, évidemment, où la complexité conflictuelle va émerger. Sachant que parfois, c'est même la distance entre les salariés ou entre l'équipe de direction et les télétravailleurs, c'est cette distance qui peut créer aussi conflit. Trop de distance crée la difficulté parce qu'il peut y avoir un manque d'information, donc un conflit sur l'information,
un appauvrissement de la relation, le sentiment finalement de ne plus être important, de ne plus être dans l'équipe. Et on sait que moins on est dans l'équipe, moins on est sur place, et plus on se sent dehors, et moins en fait on donne du sens à son travail. Donc, on sait aussi que certaines personnes qui sont éloignées de leurs proches, eh bien, à un moment donné, vont aussi en souffrir. Donc, que peut proposer l'employeur afin de prévenir ces risques psychosociaux et du télétravail lorsque l'on est dans ce type de situation où certaines personnes jouent vraiment leur vie, hein, lorsqu'elles sont vulnérables ou lorsqu'elles sont entourées de personnes vulnérables, elles jouent la vie de leurs proches. Et comment faire pour apaiser et trouver des moyens de résolution des conflits? Alors, il y a évidemment plusieurs modes de résolution de conflits. Les modes de résolution dits spontanés, alors vous avez avec ou sans tiers, et là je parlerai un peu tout de suite après de c'est quoi un tiers en fait dans le conflit. Les types de résolution de conflits spontanés, vous avez évidemment la palabre, hein, qui est l'arbre à parole. On se retrouve dans un lieu spécial. Donc, c'est une coutume qui permet évidemment la rencontre et le maintien du lien social par justement le débat, hein, la palabre. On met à plat évidemment les problèmes. Vous avez le caucus sous la tente, hein, d'origine plutôt amérindienne. Vous avez la palava hut, qui là est un peu différent puisque c'est notamment en Libéria ou dans certains pays où après une guerre civile, eh bien, des groupes de rencontres justement se sont organisés pour effectuer une forme de justice restaurative qui permet de débattre et de mettre à plat des crimes commis dans cette situation de guerre civile pour reconstruire en fait la relation et continuer à vivre ensemble. Vous avez aussi des concepts de type cabane à dispute qui permet, donc c'est un lieu de rencontre qui permet de désamorcer le conflit ou plusieurs conflits, alors plutôt justement en entreprise ou en famille, où on s'inspire un peu du principe de la dispute non violente, où les personnes se sont suffisamment matures et compétentes pour discuter paisiblement dans un lieu qui sera un peu un lieu neutre. Viens, je t'invite dans la cabane à dispute parce j'ai un problème, je souhaite t'en parler justement avant que, ça n'aille trop loin. Vous avez aussi ces systèmes de justice restaurative où là, après une condamnation pénale, eh bien, on fait se rencontrer d'une façon très spéciale l'auteur reconnu coupable, qui évidemment reconnaît les faits, et les victimes ou les familles de la victime. Et puis, vous avez donc la médiation. La médiation qui est très à la mode, on en parle beaucoup aujourd'hui, on la trouve un peu partout. Là, par exemple, on a entendu parler beaucoup de la médiation du crédit, là, en cette période justement de crise. Et puis d'autres formes de médiation, la médiation familiale, qui évidemment s'est beaucoup développée, puisque c'est même par la médiation familiale que la médiation a vu le jour. La médiation, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un processus structuré de résolution de conflits, de résolution amiable de conflits en présence d'un tiers, neutre et impartial et indépendant, qui s'appelle donc le médiateur. Donc ça signifie que des personnes en conflit, et donc il en faut au moins deux, eh bien, font appel à un médiateur, soit sur proposition d'un juge, donc là c'est la médiation judiciaire qui est encadrée par le Code de procédure civile, article 131.1 et suivant, ou bien simplement par un processus de médiation conventionnelle. Là aussi, donc, nous sommes en présence du Code civil, mais c'est plutôt les articles 1530 et suivants. Donc, c'est de la médiation conventionnelle, c'est par contrat. Et vous avez d'autres types donc, de médiation que je ne vais pas trop développer, administrative et autres, etc. Donc, il faut savoir que ce qui est intéressant dans la médiation, c'est que c'est un processus rapide, confidentiel, et donc en présence d'une personne qui ne va pas être ni juge, ni arbitre, ni avocat, ni quoi que ce soit en termes de conseil, mais bien un professionnel du dialogue. Donc son rôle, c'est d'intervenir et de faire en sorte que les personnes rétablissent le dialogue s'il a été rompu, ou en tout cas mettent en place un dialogue de qualité qui va leur permettre de mieux se comprendre et ce faisant parvenir éventuellement ou pas à une solution qui sera la plus satisfaisante pour tous. Alors c'est quand même très, je dirais, innovant en termes de décision, puisque le juge, lui, peut parfaitement trancher la décision, mais il va quand même proposer aux parties, par exemple, d'aller discuter avec un médiateur. Et pourquoi? Parce que il sait parfaitement que sa décision ne changera peut-être pas leur relation, et qu'une bonne solution qui aura été trouvée par les personnes elles-mêmes, assistées éventuellement de leur avocat bien sûr, sera la meilleure parce qu'elle aura été librement consentie et discutée.
Alors, pourquoi c'est intéressant la médiation en cette période? C'est que, je l'ai expérimenté là, moi, en tant que médiateur, puisque je pratique aussi la médiation, c'est que finalement, on peut parfaitement convenir de faire appel à un médiateur par Skype ou Zoom ou peu importe par quel moyen. Beaucoup de barreaux, d'ailleurs, ont mis en place ce type de dispositif et ça permet en fait d'intervenir rapidement dans des conflits familiaux, dans des conflits entre salariés, dans des conflits en fait de toute nature qui ont besoin en fait d'interventions rapides, justement pour éviter l'enquistement de conflits qui peuvent se libérer très rapidement. Donc en cela c'est très intéressant. Il faut savoir que d'ailleurs la médiation peut se mettre en place spontanément avec une personne que l'on va reconnaître comme étant tout à fait compétente et apte parce qu'en fait, on lui fait confiance, donc tout à fait apte à nous aider à rétablir le dialogue et à trouver des solutions satisfaisantes. Alors, la médiation en chiffres, pour ceux que cela intéresse, eh bien, vous avez en général en médiation judiciaire un taux d'accord de 75%, en médiation conventionnelle de 60%, alors 10% on dit à peu près, parce que peut-être c'est moins suivi aussi. En médiation familiale judiciaire, le taux est un peu plus bas, parce que c'est aussi une matière peut-être plus difficile. Hein. Donc nous sommes dans des taux d'accord de 54%, sachant qu'en médiation familiale conventionnelle, c'est-à-dire que là les parties viennent spontanément demander l'aide du médiateur, le taux d'accord est plutôt de l'ordre de 69%. Vous avez là sur le support les liens vers le dernier rapport qui a été mis en place par l'Assemblée nationale. Alors, en quoi ça consiste exactement la médiation? Eh bien, la médiation, donc, vous pouvez avoir, donc, je me rappelle d'une médiation qui peut en cacher une autre, hein, savoir une médiation d'abord familiale. Donc, vous pouvez très bien, je rappelais des clients parce que donc en médiation familiale, monsieur vit avec madame depuis assez peu de temps. C'est un couple qui a 65 ans, hein, mais c'est un musicien, donc il fait beaucoup de concerts. Et en fait, le problème de sa nouvelle compagne, c'est qu'elle trouve qu'il ne passe pas assez de temps avec elle. Et donc, il a fallu négocier sur, évidemment, le temps passé ensemble. Et là, je riais intérieurement parce que je me dis, bon, là, au moins, il est confiné. Et je ne sais pas si finalement, elle est aussi contente que cela. Et bon, en tout cas, au début du confinement, elle avait l'air assez contente. Lui, un peu moins, mais il arrivait à faire ses répétitions avec, justement, par ces nouvelles technologies. Donc, c'est assez intéressant de voir à quelle vitesse, finalement, les personnes peuvent s'adapter. À l'inverse, des médiations qui peuvent en cacher une autre aussi. J'ai eu une médiation en entreprise et puis finalement, entre salariés, des problèmes assez importants de relationnel, hein, d'informations qui ne circulaient pas, un salarié qui estimait être mis complètement de côté, ne plus être du tout invité aux réunions importantes de décision. Et en réalité, pendant la médiation, a émergé le fait que en fait, la nouvelle compagne de ce monsieur était l'ex de cette femme. Enfin, donc, en fait, parfois, on peut être très surpris de ce qui peut émerger dans le dialogue. Et en réalité, ça n'est pas parfois qu'un problème relationnel et professionnel uniquement. Ce qui est intéressant lorsque l'on fait appel à des médiateurs, c'est qu'en réalité, c'est un professionnel du conflit et du dialogue. Il faut savoir qu'il y a à peu près 5 types de conflits que l'on connaît en tant que médiateur. Conflits structurels qui, là, je pense, vont beaucoup émerger. Le conflit structurel, c'est un conflit sur lequel, en fait, aucune des parties n'a prise. Et c'est évidemment le cas aujourd'hui. Le confinement ou une crise sanitaire, c'est de la faute ni des uns ni des autres et personne ne peut rien y changer. Face à ce genre de difficultés, il n'y a par exemple qu'une seule façon de faire, c'est d'abord de reconnaître que nous sommes dans un cas de conflit structurel. Comment faire pour réorganiser éventuellement l'entreprise? Est-ce qu'il faut licencier? Est-ce qu'il faut faire un PSE? Est-ce qu'il faut délocaliser, relocaliser, etc. par la force des choses? Et il n'y a que la coopération à ce moment-là qui va pouvoir permettre aux parties de trouver une solution. Si vous êtes dans un conflit plutôt de type relationnel, de la même façon, il va falloir poser les questions et travailler sur la relation. Si vous êtes sur un conflit plutôt sur les intérêts ou sur les valeurs, à ce moment-là, le type de questionnement sera différent. Sachant qu'un conflit, évidemment, vient rarement seul et qu'il peut y avoir, une fois qu'on a géré le conflit structurel, on va se retrouver peut-être sur un conflit qui va porter sur l'information. Qui détient l'information? Est-ce que l'information que l'on se communique est de qualité?
est-ce que l'on est-ce que l'on j'essaye de voir, les gens disent que ça colle pas. Bah oui, ça colle pas du tout parce que je ne sais pas faire défiler. J'ai un gros souci de défilement. Voilà, ça ne défile pas. Non, je ne rien défiler. Je suis confuse, hein, ça ne colle pas, mais c'est pas grave, vous aurez tout le support, tout ce que je vous dis, puisque en fait, ça ne défile pas. Est-ce que ça défile avec le clavier? Je fais avec le clavier, pardon, hein, mais je ne sais pas du tout ce que vous avez sur votre écran. Voilà. Concrètement, donc, voilà, c'est le type de discussion que l'on peut... Est-ce que là, ça marche? Est-ce que ça défile? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si ça marche. Donc, attention aux illusions. Oula, d'accord. Bon, alors là, on est monté très très haut. Oula, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. C'est un peu parti trop loin. Ok. Donc, en termes de développement des compétences, ce qui me semble important, donc c'est ces fameuses soft skills, à savoir, bon, pour ceux qui ont suivi le World Forum économique de 2016, où il y a on disait qu'en 2020, il y aurait une montée des soft skills, c'est-à-dire du savoir-être, et nous sommes vraiment du coup dans ces questions. À savoir, aujourd'hui, on attend plus des managers, par exemple, hein, d'être capable de résoudre des problèmes complexes, d'avoir une pensée critique, d'être créatif, de savoir manager les talents, d'être très apte à l'interaction sociale, à l'intelligence émotionnelle, avoir une capacité de jugement émotionnel. En ce qui concerne l'approche service, la négociation, et d'avoir une flexibilité cognitive. Donc là, vous avez aussi les liens sur le support que vous pourrez télécharger. Et donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, cette montée des soft skills, et que l'on attend aussi de la part des avocats, hein, ça figurait par exemple dans le rapport de l'avocat du XXIe siècle, l'avenir de la profession d'avocat de notre confrère Calmieri, eh bien, on attend évidemment un savoir-être avant un savoir-faire, et le savoir-être, ça participe évidemment au bien-être de tous, et ça signifie donc comprendre le monde qui nous entoure, donc être aussi capable de nous adapter et de nous relier et de nous connecter aux autres personnes. Et ce besoin de connexion, ça va nécessairement passer par cette connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, vous savez, c'est Edgar Morin qui dit « Mon esprit, aussi malin soit-il, ignore tout du cerveau dont il dépend ». Et c'est vrai, nous savons finalement très peu de choses de nous-mêmes. Et comment faire du coup pour développer nos connaissances dans le savoir-être et ne pas être simplement dans le savoir-faire et juste la connaissance technique. Et là, on peut dire que ça remet quand même en cause peut-être beaucoup de programmes d'enseignement initiaux. Alors, j'aime bien mettre aussi en ligne, ou en tout cas dans les supports lorsque j'interviens, des liens. Donc, vous aurez un lien sur ce que produit d'ailleurs la peur et l'anxiété sur le cerveau et le stress de l'université McGill, du Canada, et au point ça permet évidemment d'avoir une meilleure compréhension. Quand une personne est sous stress, par exemple, on sait que c'est surtout pas le bon moment pour prendre des décisions. On le sait lorsque, par exemple, on intervient comme avocat ou comme médiateur, lorsque, par exemple, en pleine procédure de licenciement, mais aussi en pleine séparation. On sait qu'au moment de la séparation, par exemple, où on décide de se séparer, si l'on est en train de divorcer, par exemple, eh bien, les décisions qui sont prises sont toujours mauvaises. Pourquoi? Parce que notre cerveau et nos émotions ne sont absolument pas alignées, et les décisions qui seront prises seront forcément des décisions prises en réaction, et quelques mois plus tard, cette décision, évidemment, ne sera plus satisfaisante. Certaines personnes, parce qu'elles prennent la décision de partir, culpabilisent et vont dire « Ok, je te laisse tout, prends tout, etc. » Sauf que 6 mois plus tard, ça ne sera pas possible de vivre comme ça, de ne plus voir les enfants, de ne plus avoir accès à la maison et de ne plus, en fait, de tout donner. Ça n'est pas possible. Et donc, évidemment, cela va créer conflit, puisque l'autre va dire « Ben voilà, non seulement tu me quittes, mais en plus, tu n'es pas de confiance, etc. » Et hop, ça va partir très, très loin en termes de conflit.
La même chose, lorsque, évidemment, vous êtes dans une procédure de licenciement, vous êtes licencié, il va falloir décider, est-ce que je négocie ou pas, comment faire? Eh bien, c'est là où il faut oser prendre le temps de prendre le temps. Voilà. Et ça, évidemment, ça n'est pas quelque chose, je dirais, à laquelle nous sommes habitués de prendre ce temps. Alors, dans le attention, attention aux illusions, l'empathie par exemple. Alors on nous dit oui, il faut être empathique. J'ai même vu cela dans des valeurs, hein, les valeurs de l'entreprise, l'empathie, etc. Oui, très bien. Il faut quand même savoir que 60% des soignants, notamment aux États-Unis, sont en burn-out. Pourquoi? Parce que il n'est pas possible d'être empathique 24 heures sur 24. Et en fait, c'est justement une des grandes causes d'épuisement chez les soignants, chez les médecins aussi, chez les médecins bien sûr, chez les avocats aussi, chez des personnes qui sont souvent dans des relations d'aide, et puis évidemment selon les dossiers évidemment que vous avez. L'altruisme, la compassion, la coopération et la méditation, évidemment, sont aussi des perspectives très importantes et je dirais des attitudes et des valeurs à cultiver parce que en fait, empathie et altruisme et compassion, en fait, sont reliés et sont liés et permettent justement aussi de prendre soin de soi avant tout, parce que pour finalement être dans ce savoir-être et pouvoir accompagner, prendre soin des autres, il faut déjà commencer par soi-même. Donc, vous avez sur le support eh bien, un certain nombre de liens. Là, n'hésitez pas à cliquer évidemment sur ces liens. Sachant que, alors on parle beaucoup aujourd'hui de la méditation en pleine conscience, etc., du souffle. Et en réalité, tout, évidemment, commence par le souffle. Donc, permettre peut-être aux personnes en télétravail d'avoir des initiations, évidemment, à une certaine forme de connaissance de soi, de façon de gérer, évidemment, les conflits, cette montée de colère. Il faut savoir que la méditation, alors il y a évidemment le mindfulness, la méditation de pleine conscience, mais en fait, il y a énormément d'autres méditations et donc toutes ces méditations, eh bien, elles permettent, en fait, qu'est-ce qu'elles permettent? Elles permettent de prendre soin de soi, elles permettent simplement de, je dirais, un peu comme chaque matin ou chaque soir, ou les deux d'ailleurs, les personnes prennent une douche ou un bain, se lavent les dents, eh bien, la méditation, telle qu'elle est enseignée hein, par notamment pour les praticiens laïcs, la méditation, en fait, c'est simplement un nettoyage. On sait que les personnes, par exemple, qui sont souvent sujettes à la colère, déjà ont une espérance de vie inférieure aux autres et surtout vont polluer leur environnement et leurs proches. Donc, en fait, la méditation, elle permet peut-être pas simplement d'être moins coléreux, mais certainement un peu, mais simplement d'accepter, de se connaître et de se nettoyer et, chemin faisant, simplement d'avoir une relation à soi et aux autres différente, évidemment, de celle que l'on a d'habitude. Bien évidemment, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tout cela vient faire dans les conflits? Il faut quand même savoir que depuis plus de 20 ans, dans les universités de droit américaines, Berkeley, Harvard, UCLA, etc., on enseigne la méditation aux étudiants en droit. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que, évidemment, c'était très utile et ça permet de diminuer les addictions, de diminuer les dépressions, de diminuer tout le cortège du stress, etc., qui préoccupe évidemment beaucoup eh bien, les différentes organisations professionnelles. Voilà. Donc, en ce qui concerne tout ce qui peut se faire et être proposé, vous avez de quoi faire. Hein, vous avez un certain nombre de documents et de liens à cliquer sur les méditations. Si cela vous intéresse, si vous souhaitez plus d'informations sur la médiation, donc pour ceux qui lisent l'anglais, vous avez évidemment beaucoup de livres anglais. Celui qui est vraiment la Bible, c'est celle de Christopher Moore qui s'appelle The Mediation Process. Voilà. Sur la coopération, je vous recommande le livre de Robert Axelrod, Comment réussir dans un monde d'égoïstes. Et puis, vous avez donc un certain nombre d'informations sur notamment il y a plus de 5000 études hein, qui ont été faites sur l'impact de la méditation sur le cerveau, par exemple, et évidemment donc sur le cerveau et sur la gestion de soi-même et de ses émotions. Et évidemment, avec Mathieu Ricard, Cerveau et méditation, enfin, vous avez celui, le dernier de la méditation, si vous le voyez, c'est bon pour le cerveau, de Dr. Stephen Lorace avec Mathieu Ricard, etc.
Voilà. Eh bien, écoutez, je suis donc à l'écoute de vos questions. On voit la diapo 2. Alors, beaucoup de salariés ont dû s'adapter à des plateformes numériques qui ont généré en effet du stress. Peuvent-ils refuser de travailler sur ces plateformes s'ils ne parviennent pas à les utiliser? Ateliers collectifs dans la formation, par exemple, peuvent-ils craindre des représailles de la part de l'employeur? Eh bien, en fait, déjà, si vous ne parvenez pas à les utiliser, évidemment, ça peut paraître difficile d'être sanctionné. Et ça rejoint d'ailleurs ce dont nous avons, enfin ce que j'ai évoqué, à savoir être en télétravail, ça nécessite aussi d'avoir les bons outils et les bonnes formations. Donc, ça nécessite évidemment une coopération au niveau des équipes. Donc, la sanction, je pense qu'elle serait assez malvenue, mais maintenant, on ne peut jamais préjuger de ce qu'un employeur pourrait faire, évidemment, en termes de représailles d'un salarié qui ne peut pas se connecter. Le slide 2 est vide. Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Le stress peut également être lié à la période et non pas lié à l'employeur. Ah ben bien sûr, c'est exactement ce que j'ai dit. Hein, la période de crise sanitaire avec la peur, l'anxiété, la peur de la mort, avec le stress de se retrouver évidemment dans un autre espace, un espace confiné. Bien entendu que ce n'est pas que de l'ordre de l'employeur, mais comme ce lieu de domicile devient le lieu de travail, que peut faire l'employeur et que doit-il faire? Et c'est là où vous avez la confrontation de deux mondes. Vous savez, c'est vraiment la notion de conflit. Hein. La notion de conflit, c'est cela. Hein. Or, si vous voulez, dans l'idéal, pour pouvoir sortir du conflit, il faut pouvoir, en tout cas, apprendre la conversation, la situation, la conversation d'ailleurs, il faut pouvoir justement changer de moyens et se retrouver dans un mode coopératif, hein, où chacun justement peut trouver sa place. Utilisez-vous un réseau d'entreprises sécurisé? Si oui, vous pouvez réaliser un partage de connexion 4G. Les violences domestiques doivent-elles être intégrées dans les DURP? Eh bien, écoutez, moi, je pense aujourd'hui que si nous sommes dans des situations de télétravail, et en tout cas depuis 2019, depuis juin 2019, avec la recommandation de l'OIT, cette question se pose. Parmi les risques au travail, si vous télétravaillez chez vous, le risque de violence domestique ne peut pas être négligé, comme le risque d'accident domestique. Hein. Dans quelle mesure, évidemment, cela doit être pris en compte. Donc, le fait de se dire que ça peut exister, eh bien, ça permet de prendre la mesure, à savoir d'informer. Encore une chose, à quoi ça sert d'évaluer les risques? Ça sert à former et informer. Donc, si la personne sait quoi faire, comment faire, si elle est victime, à ce moment-là, évidemment, l'employeur aura tout mis en œuvre pour prévenir et faire en sorte d'agir. Voilà. Et c'est la question aujourd'hui où beaucoup d'employeurs ont mis leurs salariés donc en télétravail, puisqu'ils n'avaient pas le choix. Mais à quel moment, justement, cette information sur le risque de violence domestique a été faite? Telle est la question. Alors, je ne vois pas défiler les autres questions. Il y en a plein. Comment serait-il possible d'avoir tous les que... Oh là là, je suis... Il y en a plein, il y en a plein. Je crois que je risque peut-être d'avoir du mal de vous répondre à tout le monde. Alors, il faut arrêter de prendre constamment en charge les salariés. Ils ont aussi une obligation de préserver leur santé, celle de leurs collègues. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vous explique bien que oui, il faut informer et il faut former et que vous pouvez aussi individuellement prendre soin de vous et qu'en fait, on est dans une interaction et une coopération. Mais bon, certains sont plus responsables que d'autres quand même. Hein, c'est comme l'égalité. Donc, il faut absolument prendre en considération tout cela. Si un salarié ne sait pas utiliser les outils pour télétravailler, dans ce cas, on peut demander si la personne a les compétences nécessaires pour bosser. Eh bien, ça dépend. Évidemment, moi, je connais beaucoup de personnes qui sont tout à fait aptes à bien travailler, à faire ce qu'elles doivent faire. Par contre, là, par exemple, j'ai moi-même eu un petit souci de connexion. Bon, parfois, il faut quand même aussi avoir une bonne personne en hotline qui soit capable de vous aider. Moi,
toutes les personnes n'ont pas pris option NTIC à l'école. Voilà, serait-il possible d'avoir tous les acteurs que peut choisir chaque collaborateur qui en a besoin et en qui il a confiance? Tout est possible, évidemment. Il suffit simplement que ces personnes soient identifiées et acceptent, évidemment, d'être en quelque sorte la personne de confiance, d'avoir un binôme, en fait, comme on peut le faire à l'école ou dans certains groupes sociaux. Comment recréer de l'esprit d'équipe et de coopération dans cette période de distanciation? Pas facile d'organiser des groupes en présentiel, absolument. Et c'est très intéressant de se poser ces questions parce que créer la coopération et l'esprit d'équipe dans cette période de distanciation, ça signifie que, en fait, recréer, ça signifie déjà que cet esprit existait. Or, dans la réalité, ce que l'on constate, c'est que dans certaines entreprises, l'esprit d'équipe et de coopération n'existait pas. De plus, cela pose aussi beaucoup de questions parce que qui a vraiment la capacité de le faire, sachant que beaucoup de personnes ont été confrontées au décès, à la mort ou à leur propre peur, si elles ont été malades, ou tout simplement, mais écoutez, c'est dans l'air du temps aussi. Et donc, ça nécessite vraiment de se poser et de réfléchir à des moyens de recréer cet esprit d'équipe. Alors évidemment, vous pouvez faire appel à des professionnels qui peuvent organiser. Voilà, ça m'est arrivé d'intervenir et de faire appel justement à des personnes qui savent faire ça et qui savent recréer le lien. Et en tout cas, je dirais ce qu'il faut, c'est mettre le petit élément, le ferment, pour permettre cela, effectivement. Donc, pour pouvoir le faire, il faut déjà en avoir l'envie et trouver les bonnes personnes pour activer cet esprit d'équipe. Et les équipes RH sont potentiellement un burn-out, ça c'est clair. Je crois qu'aujourd'hui, les RH ont repris aussi peut-être leur juste place, à savoir, elles ont été très actives durant cette crise, comme d'ailleurs les partenaires sociaux. Et effectivement, ils vont arriver là, ils sont certainement très très fatigués et vont avoir aussi besoin de prendre soin d'eux, absolument. Et remotiver les collègues, remotiver l'esprit d'équipe, ça va vraiment faire partie des choses importantes. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment faire partie il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, mais de réfléchir peut-être d'une façon un peu différente, disruptive, comme on dit, pour pouvoir trouver des solutions un peu innovantes et pas refaire un peu plus de la même chose, puisque aujourd'hui, c'est évident que la façon de travailler, peut-être aussi la libération de la parole sur la peur de la maladie, la peur de la mort. Ce sont vraiment des termes qui ne sont pas souvent abordés en entreprise. Or là, ils ont été abordés et ils vont certainement encore l'être parce que certaines personnes sont des personnes vulnérables, ne l'ont peut-être pas encore dit, ou ne veulent pas le dire, mais ne pourront pas reprendre le travail. Comment prendre soin en même temps de ces personnes-là, de ne pas les laisser sur la route, donc de les laisser dans l'équipe tout en étant en télétravail. Et ça pose vraiment la question de ce que l'on appelle inside outside, comment être en même temps dedans et dehors. Et ça nécessite aussi de se reconnecter aussi à soi-même, à ses propres valeurs, à ses propres compétences et justement à ses savoir-être qui vont amener peut-être des nouveaux savoir-faire. Pour les personnes à risque, c'est qui décide à partir du 1er juin, ils bossent au bureau. Écoutez, les personnes à risque, c'est pas elles qui vont vraiment complètement décider. Si elles sont vraiment à risque, il y a la médecine du travail, il y aura leurs médecins qui vont effectivement maintenir la nécessité, en tout cas leur maintien à domicile, effectivement. C'est pas elles au sens propre du terme qui le décident, mais en tout cas, elles vont pouvoir effectivement bénéficier toujours de cette protection puisqu'on ne les mettra pas en risque. J'ai eu du mal justement à me connecter. Ce n'est pas pour ça que je ne suis pas compétente dans d'autres domaines que d'utiliser tous les outils. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que de ce point de vue-là, la compétence, elle est globale en réalité. La compétence, c'est, bon, je ne peux pas me connecter, mais comment je fais? C'est de trouver des solutions et de ne pas forcément rester bloqué sur l'incapacité à se connecter, mais toujours à trouver effectivement les solutions les plus appropriées. Mais voilà. Pour les RH, c'est surtout qu'ils ont pris du vrai travail depuis longtemps, d'accord. Les congés ont été pris car forcés par les directions. Comment faire pour se déconnecter dans les mois à venir? Les RH doivent toujours être mobilisés pour la période à venir. Eh bien oui, les DRH et les RH ont été très sollicités, vont certainement l'être encore beaucoup.
Et en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que pour ce qui est de la déconnexion dans les mois à venir, ça va être nécessaire de le faire pour pouvoir bien continuer et ne pas s'épuiser. Et en même temps, ça risque d'être très difficile puisque les RH sont souvent aussi très impliqués dans la suite, en tout cas dans la survie des équipes, dans la survie des échanges, etc. Et évidemment dans la mise en place de toutes ces nouvelles, ces ordonnances, ces décrets qui ont été pris. Et c'est vrai que ça a été une période, et je pense que ça va encore l'être un peu, très, très complexe pour les DRH. Comment aider les organisations? Je suis au chômage depuis 2 ans parce que je voulais aller trop vite dans mon entreprise. Je n'étais pas comprise. Est-ce que vous pouvez préciser cette question? Parce que comment aider les organisations je suis au chômage depuis 2 ans. Mais oui, ne pas être compris, justement, ça peut être un problème en termes de conflit relationnel ou d'information. Et c'est la raison pour laquelle partir, dans quelles conditions, pourquoi faire, alors que parfois, c'est vrai que passer par la case médiation, où évidemment, il y a aussi, par exemple, la procédure collaborative, où les avocats se rencontrent avec les personnes pour trouver des solutions. Il y a plein de façons finalement de se séparer sans forcément démissionner, sans passer par la rupture conventionnelle immédiatement, mais en posant des mots. Et ça permet de prendre justement le temps et de surtout d'élaborer une solution. Hein. Voilà. Où trouver l'accord QVT Coca-Cola? Vous trouverez le lien sur mon support. Et puis sinon, vous savez, tous les accords sont déposés. Donc sur le site de Legifrance, vous avez l'accord QVT Coca-Cola, mais sinon, il suffira de cliquer sur le lien. Instaurer une nouvelle confiance au travail collectif et en même temps se protéger. Alors ça s'appelle effectivement la confiance et la protection, ça va ensemble, hein, puisque en réalité, eh bien, il faut pouvoir déjà mettre à plat ceux qui pourraient poser problème dans la méfiance, hein, puisque l'inverse de confiance c'est méfiance, et confiance c'est la foi. Donc c'est rétablir finalement la foi, mais la foi en quoi? La foi dans le sentiment de sécurité au travail et la foi aussi dans les équipes. Et en réalité, bon, à part pour certains, ça ne se décrète pas, hein, la confiance, ça se construit, ça se bâtit. Et quand finalement elle s'est perdue, ben, il faut tout mettre à plat et puis ensuite refaire du pas à pas. Donc c'est un chemin un peu d'humilité, mais aussi finalement de foi dans l'organisation, hein, et en tout cas de foi et d'espoir, hein, sachant que l'espoir, c'est encore ce qui parfois nous reste quand tout est parti, l'espoir en tout cas de construire quelque chose de positif et de durable en termes justement de survie de l'organisation et de mieux-être et de bien-être des salariés dans l'entreprise et de ce partage de sens des valeurs, du sens du travail, de sens de ce que nous faisons ensemble chaque jour. Traiter au niveau du salarié, c'est bien beau, mais l'organisation est souvent co-responsable. Absolument. D'ailleurs, c'est bien ce que j'en suis absolument convaincue. Et en termes de repenser l'organisation, je suis tout à fait d'accord. Hein, ce qui doit être fait au niveau du salarié doit être fait au niveau de l'organisation et notamment des dirigeants d'entreprise. Parce que moi, c'est la raison pour laquelle, très sincèrement, toutes ces formations de bien-être et mieux-être en entreprise, elles sont certes très intéressantes, mais ça ne sert à rien si une fois que le salarié revient dans l'entreprise, rien ne change. Donc, c'est vraiment une prise en considération de toutes ces problématiques de façon complexe et systémique, cette prise en considération qui va permettre un changement, évidemment, de la façon dont fonctionne l'entreprise, la bienveillance, l'écoute, la compassion, vraiment la prise en compte des intérêts individuels et collectifs. C'est, je dirais, la base même d'une organisation qui finalement évolue. Rien n'est permanent sauf le changement. Et en réalité, il ne suffit d'ailleurs même pas de dire on fait ceci aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est prêt à le faire et à le remettre en cause et à se remettre en cause et finalement sans arrêt à faire remonter l'information qui va engendrer une différence et qui va ensuite revenir dans l'organisation et sans arrêt se réadapter. C'est vraiment une condition essentielle effectivement pour que tout fonctionne je dirais pour le meilleur de tous et donc individuellement et collectivement ce fameux donc égrégore qui mérite effectivement d'être pensé et nourri et de vivre en fait tout simplement.
Voilà, mais écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Puis si vous avez des questions, je vous ai mis mon mail. À très bientôt. Au revoir.